Fermez les yeux et écoutez attentivement. Ce que vous allez entendre a été enregistré à plus d'1 milliard de kilomètres de la Terre. Ce n'est ni un océan, ni une tempête, ni le vent terrestre. C'est l'atmosphère de Titan, le plus grand satellite de Saturne. Un monde où il pleut du méthane, où des rivières d'hydrocarbures liquides coulent et où il existe de véritables mers. Mais à quel point ce monde ressemble-t-il à la Terre et la vie peut-elle y exister ? L'homme est une créature extrêmement sûre de lui. Cette qualité est particulièrement répandue chez les personnes peu instruites et ignorantes. Mais plus nous absorbons d'informations sur le monde qui nous entoure, plus notre confiance en notre propre grandeur et puissance s'effrite rapidement. Réfléchissons à la différence d'échelle et à la structure de l'univers. Dans le même univers que nous vivent des colonies microscopiques de bactéries et d'immenses galaxies, et l'existence des unes comme des autres reste en grande partie incomprise par l'humanité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux titanesques amas stellaires, dont l'un, même s'il n'est pas le plus grand, abrite actuellement la Terre. Salut, abonne-toi, abonne-toi. La Voie lactée, c'est notre galaxie d'origine, d'un diamètre d'environ 100 000 années-lumière et d'une épaisseur d'environ 1000 années-lumière. Ces chiffres semblent impressionnants à première vue, mais seulement si on ne les compare pas aux caractéristiques d'autres amas stellaires. De plus, les dernières recherches suggèrent aux terriens de s'habituer à de nouvelles dimensions pour la Voie lactée. Au début, les scientifiques les ont portées à 200 000 années-lumière et en 2020, un groupe international d'astrophysiciens d'Allemagne, du Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis a véritablement stupéfié la communauté astronomique. Les calculs modernes étaient basés sur la mesure de la vitesse des étoiles qui peuplent les bords du disque galactique. Il s'est avéré que les étoiles de la Voie lactée dans cette région étaient bien plus rapides que prévu. Il existe une limite au-delà de laquelle le paramètre dynamique diminue considérablement, ce qui marque la fin de l'amas. D'après les dernières données, dans la Voie lactée, cette limite se situe à environ 1,9 million d'années-lumière. Il est fort probable que ce soit le véritable diamètre de notre galaxie. Mais pour l'instant, nous n'allons pas parler de la Voie lactée. Au début de la vidéo, nous avons mentionné la différence d'échelle. Alors, ressentez-la pleinement. Alors, faites connaissance avec IC 1101, la plus grande galaxie de l'univers à ce jour. Évidemment, il sera impossible d'éviter les comparaisons de volume par la suite. Donc, la Voie lactée apparaîtra à plusieurs reprises dans notre vidéo. Souvent, pour prendre conscience des véritables dimensions stellaires, on donne un exemple imagé du genre. Que se passerait-il si, n'est-ce pas? Alors, si à la place de la Voie lactée se trouvait IC 1101, elle aurait englouti non seulement notre galaxie, mais aussi Andromède, les nuages de Magellan et la galaxie du Triangle. En un mot, pratiquement tout le groupe local qui fait lui-même partie du superamas de la Vierge. Le diamètre de IC 1101 est de 6 millions d'années-lumière et c'est incroyablement vaste, même en tenant compte des nouvelles données découvertes sur la Voie lactée. Les amas cyclopéens se trouvent à plus d'1 milliard d'années-lumière de la Terre et renferment dans leur sein environ 100 000 milliards d'étoiles. Notre galaxie ne peut pas se vanter d'une telle population stellaire. Dans ses bras spiraux, brillant seulement entre 200 et 400 milliards d'étoiles, IC 1101 est toujours accompagné de l'abréviation CD et ce n'est pas un hasard. En fait, cet indice dans le système de Yerkes indique que la galaxie appartient à des conglomérats surmassifs entourés d'un halo de lueur diffuse. Cette particularité explique sans doute son classement initial parmi les nébuleuses. IC 1101 a été découverte à l'été 1790 par William Herschel. Elle a été incluse dans la classification générale bien plus tard, en 1895, cela a été fait par l'astronome irlandais John Ludwig Dreyer. Comment un amas aussi immense s'est-il formé? Pour expliquer cela, tournons-nous vers l'avenir de la Voie lactée. Dans l'un de ses bras se trouve notre système solaire. Son avenir est déterminé à 90%. Dans 4,5 milliards d'années, la galaxie fusionnera très probablement avec une autre 2 fois plus grande, sa voisine Andromède. Il en résultera un grand amas appelé Milcomède, qui inclura également les nuages de Magellan. Pourquoi avons-nous besoin de cette information? L'histoire ancienne et obscure de IC 1101 était probablement similaire au scénario que je viens de décrire. Et plus les scientifiques étudient cette galaxie effrayante, plus ils en sont convaincus.
La dernière fois que IC 1051 a été examiné en détail, c'était dans les années 90 du siècle dernier à l'aide d'un télescope primitif de l'observatoire Kitt Peak. Nous savons maintenant que les diamètres des galaxies portant l'indice CD dépassent largement la taille de leur halo, la partie la plus brillante qui envoie dans l'espace la majeure partie de la lumière émise. Fait intéressant, le nom de l'amas est complété par l'abréviation BCG, qui fait allusion à l'éclat éblouissant de IC 1101. La galaxie est connue comme la plus remarquable de son hyperamas appelé Abell 2029. Que se passe-t-il à l'intérieur de la plus grande galaxie de l'univers ? On pense qu'elle est peuplée de vieilles étoiles de la séquence principale, de naines rouges et de naines blanches. Mais au centre d'IC 1100, quelque chose de monstrueux se cache. Les scientifiques n'ont pas porté une attention particulière à cette immense galaxie pour rien, car non seulement elle-même, mais aussi ses composants peuvent prétendre au titre des plus grands. Rappelons un fait astronomique bien connu. Au centre de presque chaque galaxie se trouve un trou noir dormant ou actif, et parfois même plusieurs. Au cœur de la Voie lactée, il existe également sa propre source radio, Sagittarius A, dont la masse dépasse 4 milliards de soleils. Et cela, comparé à d'autres galaxies, n'est vraiment pas beaucoup. Devinez où se cache le trou noir le plus monstrueux de l'univers ? Exactement au centre de la galaxie IC 1101. Les astrophysiciens soupçonnent qu'au moment de sa naissance, c'est-à-dire lors de la fusion de nombreux amas en un seul, une situation similaire s'est produite avec les trous noirs situés au cœur des amas. Ils ont fusionné, formant quelque chose d'infernal et de supermassif. Si les astronomes ont raison, alors le trou noir au centre de IC 1101 pourrait surpasser le champion reconnu, l'entonnoir à l'intérieur du Quasar-Ton 618, situé à 10 milliards d'années-lumière de la Terre. Elle, pour vous donner une idée, pèse plus de 66 milliards de soleils. Ainsi, on suppose que la masse du trou noir au centre de IC 1101 pourrait bien atteindre 100 milliards de masses solaires. Il est très difficile de croire à de telles dimensions. Le cerveau humain est tout simplement paralysé lorsqu'on entend ces chiffres incroyables. Mais cette galaxie étrange a aussi une autre caractéristique. Un déséquilibre évident entre la masse et la luminosité des étoiles. En termes simples, en plus des géantes, des naines, des trous noirs et d'autres habitants de cet immense conglomérat, IC 1101 est habité par autre chose. Les astronomes pensent qu'il s'agit de la substance la plus mystérieuse de l'univers, la matière noire. Il est impossible de l'observer directement, seulement de manière indirecte. C'est précisément ainsi que l'existence de la matière noire a été prédite. Dans les années 30 du siècle dernier, en étudiant l'une des galaxies de l'amas de la chevelure de Bérénice, on a découvert une discordance de masse. Cela signifiait qu'en tenant compte du nombre maximal possible d'étoiles, la galaxie aurait dû tourner beaucoup plus lentement qu'elle ne le fait en réalité. Il s'est avéré qu'elle contient une part significative d'une substance inconnue, qui a une masse, mais ne se manifeste d'aucune autre manière. Cette chose invisible a été appelée matière noire. Lorsque cette question a commencé à être examinée en détail, il s'est avéré que l'équilibre de la matière dans l'univers n'était pas non plus parfait. Dans le macrocosme, on a découvert beaucoup de masses cachées. Cela signifie que, très probablement, la matière noire s'est également installée dans les profondeurs de IC 1101. Et la dernière chose que l'on sait actuellement sur cette immense galaxie, c'est qu'elle meurt lentement. Aucune nouvelle étoile ne naît depuis longtemps au sein de IC 1101, c'est pourquoi elle survit en absorbant ses semblables, une sorte de cannibale cosmique. La lumière émise reflète aussi la période de déclin de la galaxie. IC 1100 flamboie d'un éclat vieil or, alors que les jeunes foyers de vie brillent joyeusement de reflets topazes. Devinez quelle catastrophe nous attend à coup sûr dans 4,5 milliards d'années. Avec quelle galaxie la Voie lactée va-t-elle entrer en collision ? Il s'avère que c'est notre voisine la plus proche, l'immense et brillante Andromède. On ne sait pas si l'humanité existera encore à ce moment-là, car c'est précisément à cette période que le Soleil commencera à se transformer en géante rouge et, très probablement, réduira la Terre en cendres. Mais malgré cela, des événements impressionnants nous attendent. Qui sait, peut-être que nos descendants observeront la fusion des galaxies depuis les vastes galeries des colonies martiennes qui apparaîtront déjà sur la planète rouge dans un avenir prévisible. Cependant, nous nous sommes laissés emporter, il est temps de répondre à la question «
qu'est-ce que la galaxie d'Andromède? Et quand la verrons-nous clairement à l'horizon terrestre? C'est l'un des objets emblématiques du groupe local de galaxies, auquel appartient également la Voie lactée. En ce moment même, elle fonce vers nous à une vitesse d'environ 300 km par seconde, mais compte tenu de l'énorme distance, les objets ne se rencontreront pas de sitôt. La galaxie, ou comme on l'appelle souvent la nébuleuse d'Andromède, est une galaxie spirale et se trouve dans la constellation du même nom. Sa taille est 2 fois supérieure à celle de la Voie lactée, du moins en ce qui concerne le diamètre. La distance entre nos galaxies est d'environ 800 kpc, soit 9,5 trillions de kilomètres. Voulez-vous voir de vos propres yeux dans le ciel étoilé cet objet mystérieux qui a souvent été au cœur d'œuvres de science-fiction? Il n'y a aucun obstacle à cela, car Andromède est visible à l'œil nu, c'est pourquoi elle attire l'attention des astronomes depuis des centaines d'années. À l'avenir, sa silhouette ne fera que grandir. Comme dans toute autre galaxie, il y a aussi des étoiles ici, mais la population d'Andromède est bien plus âgée que celle de la Voie lactée. L'analyse spectrale des étoiles locales a révélé une métallicité plus élevée dans leur composition. En général, la relative proximité de cette galaxie a permis aux astrophysiciens de l'étudier assez en détail. Le rayon visible de la formation spirale est d'environ 250 000 années-lumière et pourtant Andromède est considérée comme moins massive en comparaison avec la Voie lactée. D'où vient un tel paradoxe? Les scientifiques ne connaissent pas encore la réponse exacte à cette question. En effet, la galaxie d'Andromède contient environ 5 fois plus d'étoiles que la nôtre. Par conséquent, elle devrait être beaucoup plus massive. Mais en réalité, selon des études indirectes, c'est tout le contraire. Pour commencer, examinons plus en détail quelles étoiles peuplent notre voisine galactique. Dans Andromède, des étoiles continuent de naître, mais le rythme de ce processus est beaucoup plus lent que dans notre galaxie et représente environ 30% de l'activité de la Voie lactée. Au centre d'Andromède vivent des étoiles très anciennes, de véritables doyennes galactiques dont l'âge atteint jusqu'à 13 milliards d'années, c'est-à-dire qu'elles sont apparues pratiquement à l'aube de la formation de l'univers, si l'on en croit la théorie du Big Bang. Quant au disque, qui possède 2 bras spiraux, il abrite des étoiles plus jeunes, âgées d'environ 4 à 7 milliards d'années, soit presque comme notre Soleil. Dans l'ensemble, notre voisine abrite environ 1000 milliards d'étoiles, alors qu'à titre de comparaison, la Voie lactée en compte jusqu'à 400 milliards. Si elle était encore plus brillante, elle apparaîtrait plus grande que la Lune dans le ciel terrestre. La galaxie d'Andromède est un royaume d'amas globulaires et de trous noirs massifs, dont on a découvert ici une trentaine à 35. Les amas globulaires sont une sorte de satellite du centre galactique sous forme d'amas d'étoiles, fermement liés à lui par la gravité. La densité ici est très élevée. La distance entre les étoiles peut atteindre seulement 3 millions de kilomètres. Dans la Voie lactée, ce chiffre est 7000 fois plus élevé. Les diamètres des amas globulaires atteignent jusqu'à 60 parsecs et leur masse jusqu'à 10 puissance 6 masses solaires. Il y a environ 500 de ces objets dans la nébuleuse d'Andromède, mais le plus connu est Mayal 2 ou M31G1. Cet amas est le plus lumineux du groupe local de galaxies. Les scientifiques supposent qu'au centre de l'objet se trouve un trou noir de plusieurs centaines de milliers de masses solaires. D'où viennent autant d'amas globulaires dans la galaxie d'Andromède? Les astrophysiciens ont tendance à penser qu'à une certaine époque, la nébuleuse d'Andromède était assez vorace, absorbant activement des objets plus petits. Ainsi, les amas denses d'étoiles pourraient être les centres d'anciennes galaxies naines disparues depuis longtemps. En tout cas, Mayal 2, qui se distingue par sa métallicité et sa formation stellaire permanente, correspond à 90% à cette définition. La masse de cet amas globulaire est d'environ 15 millions de masses solaires. Ces objets cosmiques étonnants, brillants et étincelants sont classés en fonction de l'âge de leur population stellaire. Le premier groupe, ce sont les amas globulaires où se trouvent des étoiles adolescentes. Ces astres ont plus de 500 millions d'années. Le deuxième groupe comprend des étoiles dont l'âge va jusqu'à 5 milliards d'années. Quant au troisième, il abrite de véritables doyens, pratiquement aussi vieux que l'univers lui-même. Et qu'en est-il des amas globulaires dans notre galaxie ? Dans les limites de la Voie lactée, ils existent aussi, mais l'âge des étoiles ne varie pratiquement pas. Toutes les étoiles sont également anciennes, jusqu'à 12 milliards d'années, il n'y a absolument aucune étoile jeune. De plus, dans notre galaxie,
aucun objet ressemblant à des centres détruits d'autres disques stellaires n'a encore été découvert. Avec quoi la galaxie nommée d'après la constellation d'Andromède peut-elle encore nous surprendre? Elle possède une structure inhabituelle, en particulier, cet objet a 2 noyaux séparés par une distance de 5 années-lumière, mais il s'agit très probablement d'un simple effet visuel dû à l'énorme distance. Les soi-disant noyaux sont en fait des amas très compacts de jeunes étoiles formés en forme de beignet, tournant rapidement et très près autour d'un trou noir d'une masse de 140 millions de masses solaires. Combien de gouffres mortels se cachent dans les profondeurs de la galaxie d'Andromède? Les scientifiques assurent qu'il y en a en abondance. Cela fait d'Andromède un endroit densément peuplé de trous noirs. Elles ne sont pas toutes massives, certaines n'ont qu'une masse de 5 à 10 fois celle du Soleil. Les astronomes supposent que beaucoup de ces trous noirs sont des candidats à des collisions inévitables dans le futur. En fusionnant, ils forment plusieurs objets supermassifs. La présence d'un grand nombre de trous noirs indique qu'à ses débuts, la galaxie d'Andromède comptait de nombreuses étoiles massives. Avec le temps, elles ont évolué en des gouffres mortels, attirant avidement toutes sortes de matières. La principale caractéristique de ces trous noirs est leur prise de masse progressive, due à leur appétit insatiable. Cela signifie-t-il qu'il y a aussi actuellement de nombreuses étoiles dans la galaxie d'Andromède qui deviendront plus tard des trous noirs ou qui sont en train de se transformer? Cependant, à ce jour, une seule supernova a été découverte, appelée S d'Andromède. Elle a été observée en 1885. C'est le premier objet de ce type découvert en dehors de la Voie lactée. Depuis sa brusque flambée, selon les observations des scientifiques, l'étoile s'est rapidement affaiblie, perdant rapidement de son éclat. Cela a inquiété les astrophysiciens, car normalement les supernovas de ce type s'affaiblissent 2 fois moins vite. Pour l'instant, les scientifiques réfléchissent sans succès à ce mystère. Pendant ce temps, les échos de l'explosion monstrueuse ont été observés depuis la Terre même en 1920 à l'aide du télescope Hubble. Pour finir, il convient de mentionner la particularité qui se cache dans la galaxie d'Andromède. Pour commencer, laissons un indice sur ce dont il sera question. Essayez de deviner ce à quoi se consacrent actuellement les astrophysiciens du monde entier, en dehors des discussions sur les facteurs de sécurité des vols habités vers Mars, de la recherche d'exoplanètes et d'objets où la vie pourrait exister sous différentes formes. Un corps céleste similaire a également été découvert dans la galaxie d'Andromède, du moins un candidat à cette place. La possible exoplanète a reçu dans le catalogue l'indice PA99N2. Son poids est supposé être d'environ 10 fois celui de Jupiter. Malheureusement, il n'y a pas d'autres informations sur cet objet, ce qui n'est pas surprenant, car si ces données sont confirmées, ce sera la planète la plus éloignée découverte à ce jour. Le corps céleste se trouve à 4 milliards d'années-lumière de la Terre. De plus, PA99N2 deviendra la première exoplanète découverte dans une autre galaxie. Et la dernière surprise de la galaxie d'Andromède pour aujourd'hui. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi cet objet est parfois appelé une nébuleuse? Dans l'histoire de l'astronomie, des galaxies lointaines ont souvent été confondues avec des nébuleuses à cause du gaz, du plasma et de la poussière cosmique. Ainsi, la galaxie a longtemps été identifiée comme une grande nébuleuse. Mais en 1924, Edwin Hubble a ouvert les yeux du public en déclarant que la prétendue nébuleuse spirale n'en était pas une. C'est une immense galaxie située dans la constellation d'Andromède, donc la Voie lactée n'est pas la seule formation de ce type dans l'univers. La galaxie d'Andromède, selon les estimations des scientifiques, s'est formée il y a plus de 10 milliards d'années. C'est un conglomérat stellaire très ancien, dont l'apparition a été précédée par une collision épique de plusieurs objets. Par la suite, de nombreux accidents cosmiques se sont produits, ce qui a favorisé une formation active d'étoiles au sein d'Andromède. Les prophéties des astronomes concernant la collision de la Voie lactée avec sa gigantesque voisine se réaliseront très probablement, car la distance entre les galaxies diminue de manière significative. Mais que va-t-il se passer au final? Doit-on craindre une catastrophe? Les spécialistes estiment que non. Les objets fusionneront progressivement et cela ne provoquera probablement pas la destruction du système solaire ni celle du Soleil lui-même. La seule menace pour notre communauté planétaire est qu'elle pourrait être projetée vers les confins de la nouvelle structure.
Le processus d'intégration ne sera pas instantané, il prendra au moins 2 milliards d'années et aboutira à la formation d'une gigantesque ellipse composée de milliers de milliards d'étoiles, à laquelle on a déjà donné un nom unique, l'Actomède. Dommage que nous ne puissions pas assister à cet événement cosmique quand Andromède forcera la Voie lactée à sortir de sa zone de confort. Mais finalement, c'est peut-être mieux ainsi. Nous avons encore le temps de regarder des vidéos intéressantes dans une ambiance calme et confortable. La véritable nature de l'univers. Quelle est sa nature ? Les gens essaient de répondre à cette question depuis des centaines d'années, élaborant diverses théories et inventant des histoires pour décrire ce monde le plus précisément possible. Plus nous avançons, plus nous réalisons qu'il y a beaucoup d'étrangetés et qu'il est difficile de comprendre la véritable nature de tout cela avec une telle complexité. Par exemple, la théorie des cordes. La théorie est tellement étrange et controversée que de nombreux scientifiques du monde entier essaient de la confirmer ou de la réfuter. On la considère comme une théorie du tout. Pourquoi a-t-elle été inventée et dans quelle mesure est-elle vraie ? Peut-être que c'est encore une pure invention. Afin de comprendre au mieux la réalité qui nous entoure, les scientifiques ont essayé d'observer les choses de très près. Imaginez à quel point ce monde moléculaire peut être étonnant. Il crée des images et des paysages incroyables. Les structures moléculaires sont composées de petites particules appelées atomes. Le cours de physique de base à l'école dit que l'atome est la plus petite particule de l'univers, la base de toute la réalité. En y regardant de plus près, en faisant entrer 2 atomes en collision avec une grande force, les scientifiques ont découvert des particules élémentaires plus petites. Et là, une nouvelle question se pose. Qu'entend-on par le fait de voir ? Pour qu'une personne puisse voir, il faut de la lumière, ou plus précisément, une onde électromagnétique. L'onde, en traversant l'espace, frappe une surface, rebondit dessus, puis atteint nos yeux, qui à leur tour reconstituent l'image à partir des informations reçues. En d'autres termes, sans lumière, nous ne pouvons rien voir. Souvenez-vous de tout ce que vous percevez dans une pièce sombre. Mais selon ce principe, nous pouvons voir de grandes choses. Que faire avec des choses si petites ? En effet, les ondes électromagnétiques ne les voient tout simplement pas et ne peuvent pas les toucher. Ce problème pourrait être résolu si l'on parvenait à reproduire des ondes électromagnétiques plus petites avec une plus grande intensité. Mais là aussi, il y a un hic. Une grande intensité des ondes électromagnétiques endommagera les particules élémentaires. Par conséquent, il ne sera pas possible de les étudier avec une précision maximale. Ce fait, en raison de son importance, a reçu le nom de principe d'incertitude de Heisenberg, qui est la base de toute la physique quantique. Mais maintenant, sérieusement, comment étudier ces particules élémentaires, déterminer leur taille, leur nature, et ainsi de suite ? En réalité, nous ne le savons pas. La physique. Au XXe siècle, 2 bases théoriques sont apparues pour formuler les lois de la physique. La première est la relativité générale d'Albert Einstein. Une théorie qui explique la gravité et la structure de l'espace et du temps. L'autre, la mécanique quantique, est une formulation complètement différente pour décrire les phénomènes physiques en utilisant les principes connus de la probabilité. À la fin des années 1970, ces 2 structures se sont révélées suffisantes pour expliquer la plupart des caractéristiques observées de l'univers. Des particules élémentaires et des atomes à l'évolution des étoiles et de l'univers entier. La théorie des cordes est une base théorique qui tente de résoudre ces questions et bien d'autres encore. Le point de départ de la théorie des cordes est l'idée que les particules ponctuelles en physique des particules peuvent également être modélisées comme des objets unidimensionnels appelés cordes. La théorie des cordes décrit comment les cordes se propagent dans l'espace et interagissent les unes avec les autres. Dans cette version de la théorie des cordes, il n'existe qu'un seul type de corde qui peut ressembler à une petite boucle ou à un segment de corde ordinaire, et elle peut vibrer de différentes manières. À l'échelle des distances supérieures à celle de la corde apparaîtra comme une particule ordinaire avec sa masse, sa charge et d'autres propriétés déterminées par l'état vibratoire de la corde. Ainsi, toutes les particules élémentaires peuvent être vues comme des cordes vibrantes. Dans la théorie des cordes, l'un des états vibratoires de la corde donne naissance au graviton, une particule quantique qui porte la force gravitationnelle. Ainsi, la théorie des cordes est une théorie de la gravité quantique.
L'un des événements majeurs des dernières décennies dans la théorie des cordes a été la découverte de certaines transformations mathématiques de dualité qui identifient une théorie physique à une autre. Les physiciens ont découvert plusieurs dualités entre diverses versions de la théorie des cordes. Cela a mené à l'hypothèse que toutes les versions cohérentes de la théorie des cordes sont incluses dans une structure unique appelée théorie M. Les recherches sur la théorie des cordes ont aussi apporté des résultats sur la nature des trous noirs et l'interaction gravitationnelle. Certains paradoxes apparaissent lorsqu'on tente de comprendre les aspects quantiques des trous noirs. À la fin de l'année 1997, cette ligne de travail s'est achevée par la découverte de la correspondance anti-de Sitter. C'est un résultat théorique qui relie la théorie des cordes à d'autres théories physiques qui sont mieux comprises théoriquement. La correspondance anti-de Sitter est importante pour l'étude des trous noirs et de la gravité quantique, et elle s'applique à d'autres domaines, y compris la physique nucléaire et la matière condensée. L'un des problèmes de la théorie des cordes est que la théorie complète n'a pas de définition satisfaisante dans toutes les circonstances. La diffusion des cordes se définit simplement par la théorie des perturbations, mais on ignore généralement comment définir la théorie des cordes de façon non perturbative. Il n'est également pas clair s'il existe un principe selon lequel la théorie des cordes choisit son état de vide, l'état physique qui détermine les propriétés de notre univers. Le point de départ de la théorie des cordes est l'idée que les particules ponctuelles de la théorie quantique des champs peuvent également être modélisées comme des objets unidimensionnels appelés cordes. L'interaction des cordes s'établit directement en généralisant la théorie des perturbations. Pour les diagrammes de Feynman, il s'agit de remplacer le diagramme unidimensionnel d'une particule ponctuelle par une surface bidimensionnelle illustrant le mouvement d'une corde. Contrairement à la théorie quantique des champs, la théorie des cordes n'a pas de définition non perturbative complète. C'est pourquoi de nombreuses questions théoriques auxquelles les physiciens aimeraient répondre restent hors de portée. Peut-être que la théorie des cordes n'est peut-être pas une théorie du tout, mais comme la théorie de la particule ponctuelle, elle peut être très utile. Nous ne savons pas encore exactement quelle est la véritable nature de la réalité et de l'univers, mais nous continuerons à chercher une réponse à cette question en essayant de découvrir la vérité, jusqu'à ce que, nous l'espérons, la vérité se révèle à nous.